Merci beaucoup d'être toujours avec nous pour cette dernière conférence de ce forum sur l'universalisme. J'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine avec nous, mais il reste le plat principal, le dessert, façon de parler, le dessert à tous ensemble, sur ce grand débat, sur cette grande table ronde, sur peut-on partager une culture commune malgré nos différences, avec nos quatre invités, Marie-Lou Bouchard, Isabelle Dion, Kevin Majadusson et Marty Kanatakatsus-Meunier. Je vais vous présenter chacun votre tour. Vous pourrez prendre place autour de cette table avec ces magnifiques fauteuils. Marie-Lou Bouchard, tout d'abord, vous êtes enseignante en communication au collégial à Montréal. Vous êtes détentrice d'un baccalauréat en journalisme de l'UQAM et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université européenne Viadrina en Allemagne. Vous êtes animée par les questions reliées aux communications, dont la communication interculturelle, la culture, l'identité, la langue française et les relations diplomatiques. Merci beaucoup Marie-Lou d'avoir accepté l'invitation et bienvenue. Isabelle Dion, vous êtes diplômée de l'UQAM en travail social. Vous avez débuté votre carrière auprès des CRI de la baie James. Aujourd'hui, vous occupez un poste de spécialiste aux activités cliniques auprès des familles inuites de la baie d'Hudson. Vous êtes également conseillère générale à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Impliquée en politique depuis 2015, vous militez au Bloc québécois. Vous êtes présidente de la commission de citoyenneté du Bloc québécois et présidente de la circonscription d'Alfred Pellan. Vous avez été aussi candidate à 2 reprises pour le parti. Isabelle, bonjour. Avant que je fasse ou pas, c'est Kevin Majadusson Ducon. Ouais, Kevin Majadusson, vous êtes né et grandi à Montréal. Vous êtes immergé dans un environnement multiculturel depuis votre enfance. Vous avez fréquenté l'école Saint-Luc, considérée comme l'école la plus multiculturelle du Québec, où vous avez développé un profond respect pour la diversité culturelle et sociale. Votre parcours académique reflète votre engagement envers l'apprentissage continu et la diversité des domaines d'études. Après avoir obtenu vos diplômes d'études secondaires, vous avez suivi une formation collégiale au Cégep de la Gaspésie et des Îles, où vous êtes immergé dans la culture gaspésienne. Vous avez ensuite poursuivi vos études en sciences humaines chez l'ennemi, parce que je viens de l'Université de Sherbrooke à Bishops, mais c'est pas grave, vous êtes gentil quand même. Sa soif de connaissances vous a mené à également suivre des formations supplémentaires en psychologie appliquée, survivre, ça peut aussi marcher peut-être, en intervention psychosociale, en administration des affaires et en prévention de la violence. Kevin, bonjour, bienvenue. Marty Kanatakatsus-Meunier, vous êtes artiste en arts médiatiques et numériques et spécialiste en communication scientifique. Vous refusez de vous enfermer dans une identité. On est tous des additionnés, disait Romain Gary. Nos identités sont multiples et complexes. Il faut se détourner de cette illusion et de cette classification sur la race. Il faut s'éloigner de ces différences qui dominent et dictent les échanges pour aspirer à ne plus voir les différences sociales et ethniques entre les gens. Enraciné depuis 23 ans dans le canton d'Orford en Estrie, vous êtes d'origine Kanyeneka et vous avez réalisé plusieurs documentaires, dont Le Vieil Indien, tourné en Estrie en 2015, de même que les films tournés au Nunavik, de même que des films tournés au Nunavik, alors que vous œuvriez chez Takramiut Nipingat, un fournisseur de services de communication à la communauté inuite du nord du Québec au début des années 2000 et plus récemment le documentaire Babel, la montagne du Petit Diable. Marty, bonjour, bienvenue. Donc, table ronde, c'est une discussion à 4. Je vais être là pour modérer un peu de cette discussion pour qu'on regarde le fil. Mais ma première question, j'ai préparé, je vous ai envoyé, hier soir, je vous ai fait envoyer un peu quelques petites questions qui pourraient un peu orienter notre discussion. Mais commençons par le plus gros sujet. On parle de peut-on partager une culture commune malgré nos différences. Qu'est-ce que vous pensez de ça, chacun à votre tour? On peut commencer par Isabelle sur le fond. D'accord. OK. Déjà, dans la question, ça sous-entend que la culture s'oppose aux différences. Puis moi, déjà, juste le fait de lire cette question-là, ça me dérangeait, parce que une culture, c'est quelque chose qui est vivant. C'est comme si on réfère à une culture comme une image, une photographie à laquelle il faut se conformer. Pourtant, la culture est quelque chose qui est vivant. Puis, effectivement, tout le monde est différent dans une culture. Ce n'est pas parce qu'on a acquis un certain code commun, qui est cette culture-là, qu'on n'a pas droit à notre individualité et à nos différences. Donc, déjà, juste la question qui sous-entend que le fait d'être différent peut entrer en conflit avec la culture. Déjà, moi, ça, j'ai de la difficulté avec ça. Fait que, mais si on répond à la question, effectivement, on peut être différent dans une culture et je pense que c'est essentiel pour que cette culture-là
reste vivante, puis continue d'évoluer. Parce qu'une culture, c'est ce que les gens en font au final. Puis avec cette différence-là, on réussit à enrichir la culture, à la garder vivante pour ceux qui la consomment, qui la nourrissent, puis qui l'aident à grandir. Donc oui, les différences, à mon avis, sont essentielles dans une culture pour la rendre riche, puis surtout pertinente. Marie-Lou? Oui, bien sûr qu'on peut partager une culture commune, mais laquelle? Moi, je me demande des fois si c'est pas la culture américaine parce que, donc, justement, je suis prof au cégep. Moi, j'aimerais que la culture commune soit évidemment la culture québécoise, une culture québécoise moderne, inclusive. On a beaucoup de défis présentement par rapport à ça et je pense qu'on va devoir trouver des solutions pour faire face à ces défis-là. Donc, une augmentation des tensions identitaires, par exemple, dans nos classes, des conflits identitaires, une réethnicisation des élèves qui se définissent selon leurs racines, mais bon, d'une façon biologique. Aussi, toute la question de la découvrabilité de la culture, du milieu de la culture francophone québécois. Donc, de plus en plus difficile, les médias ne font plus leur travail parce qu'ils ne sont plus consommés par les jeunes, tout simplement. Donc, c'est, à mon avis, à l'école de prendre le relais je pense qu'on a besoin, en fait, d'une culture, d'une politique culturelle québécoise. Donc, pour nous aider à partager cette culture commune et qu'on aurait besoin peut-être aussi dans certains milieux comme le mien, d'avoir davantage de connaissances en communication interculturelle. Ouverture d'esprit de part et d'autre, de la part de tous les élèves, peu importe leur origine. Donc, voilà. Kevin, si tu souhaitais ajouter. Oui, ok, ça marche. Pour répondre, oui, on peut partager une culture commune malgré nos différences. Je l'ai vécu à travers mon parcours, puis c'est là que j'ai vu beaucoup de similitudes, puis ça prend beaucoup d'ouverture puis de courage, comme disait Batana hier, puis M. Rousseau, ça prend du courage pour vraiment avoir cette ouverture d'esprit-là, comme mes collègues m'ont dit. Puis c'est à partir de ça qu'on peut vraiment trouver un ciment social envers cette culture commune. Parti. Mais ça fonctionne. Pour ma part, je dirais que c'est possible à différents niveaux, d'un point de vue de nation à nation. Je prends l'exemple de la Confédération des Haudenosaunee, qui a été constituée à très longtemps, au 13e siècle, lors d'une éclipse, apparemment. Les scientifiques en ont parlé tout récemment. C'est possible parce que c'était plusieurs nations de cultures différentes qui sont réunies pour partager un langage commun. Et c'était souvent, le mot Haudenosaunee dans notre langue veut dire peuple de la maison longue. Donc, c'est un peu le type d'habitation qui nous distinguait. Je pourrais même extrapoler au niveau de la science et des arts. C'est un peu mon dada actuellement, où on organise des séminaires en art et en génie pour créer justement un langage commun dans des disciplines où personne ne se parle habituellement. Donc, je pense que oui, c'est possible. Moi, j'aurais une question. On parle beaucoup de culture, est-ce qu'on peut, mais est-ce qu'on doit? Dans le sens que, surtout, le mot culture, c'est quand même un mot assez large. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le mot culture? Est-ce qu'on doit aller vers cette culture commune, une sorte de socle de valeurs, ou un mot encore plus large qui veut un peu rien dire, tel le mot Kultur, tu sais, Fred Bismarck, tel que les Allemands l'avaient apporté? Parce qu'il y a aussi une vision, on est dans un pays, on est dans une nation québécoise où on a aussi à prendre en compte les différentes nations autochtones, où l'idée de quelle culture peut être aussi différente, peut vouloir peut-être impliquer d'autres choses. Comment imbriquer tout ça? Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher cette idée de culture et de socle commun de valeurs? Qu'est-ce que vous pensez? Comment réfléchir sur ça? En fait, hier, on a parlé là, de l'état vide, en fait. Si on veut avoir une certaine légitimité dans nos orientations puis dans ce qu'on demande à notre société, parce que pour vivre ensemble, ça prend quand même un certain ordre. Donc, si on veut être légitime là-dedans, il faut qu'on ait quand même un certain consensus. Puis c'est dans ce consensus-là que cette culture-là existe. Tu sais, on parle de la langue comme la base de la culture, mais la langue aussi, c'est un outil pour se définir, pour se nommer. Puis en fonction du territoire qu'on habite, des expériences qu'on fait, bien, on va développer une langue commune, une manière de se nommer commune qui va faire du sens pour les gens qui partagent cette même expérience-là. Et donc, je pense que cette culture-là, oui, est essentielle pour que les gens puissent d'abord faire du sens avec les orientations de l'État, puis aussi qu'ils soient capables de communiquer ces expériences-là, qu'ils vivent en commun en étant dans le même environnement, dans les mêmes expériences ensemble. Donc, oui, c'est essentiel d'avoir une culture commune pour faciliter le vivre ensemble,
puis aussi de se comprendre. Isabelle, je me permets juste de relancer sur ça, c'est qu'on parle de ça, mais à l'ère de, tu sais, les jeunes, on prend les jeunes, tu sais, ils ont l'air d'être tout le temps, on rigole, ils sont souvent sur leur iPad, ils pensent qu'à jouer aux jeux vidéo, des trucs comme ça. C'est quand même compliqué. C'est une ère d'individualisation à outrance, et on parle de socle de valeurs communes et tout ça. Est-ce que je pense qu'il y a peut-être un conflit qui peut se soulever, que c'est plus compliqué à aller chercher? Ben, moi, je pense pas qu'il faut... c'est une manière un peu... je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est pas parce qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire ou des nouvelles manières d'y avoir accès que cette chose-là n'existe plus. Comme j'écoutais Dieudonné qui parlait du rendez-vous télé, qu'on parlait en rentrant au travail, que tout le monde avait vu. Mais maintenant, la télé est plus pertinente, puis il y a d'autres médiums qui sont pertinents. Puis, par exemple, des exemples de ça, c'est il y a des influenceurs qui vont dans la rue puis qui débutent une citation d'un mime, puis tous les jeunes la connaissent. Ils savent comment compléter cette expression-là. Ça, c'est une espèce de culture qu'eux partagent à travers ce médium-là. Donc, même si les médiums changent ou la manière de créer cette culture-là change, je pense qu'elle va continuer à exister. Il faut d'abord investir ces médiums-là pour aller rejoindre les gens où ils sont. Mais j'ai dit, la culture, c'est vivant, ça va grandir, on va réussir à la faire vivre d'une autre manière. La manière de la télé, la radio, ces choses-là, peut-être que c'est moins efficace, les journaux, mais on va réussir quand même à aller rejoindre les gens là où ils sont, puis de la manière que ça leur parle. Donc, oui, c'est vrai que chacun, le grand projet social, puis le commun, mais au final, tu sais, puis c'est un petit peu philosophique ou quoi que ce soit, mais on veut tous être aimés, on veut tous le mieux pour soi, puis pour sa descendance. C'est ce qui a provoqué la plupart des vagues de migration, que ce soit les Blancs ou n'importe quelle autre origine. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, tout le monde. Donc, si on réussit à aller faire vibrer ces choses-là qu'on a en commun, bien, on va finir par faire du sens avec cette culture-là pour tout le monde. Marie-Lou ou Marty? Ben, au niveau du consensus, je pense que ça va être de plus en plus difficile parce que si on prend l'exemple des médias sociaux, les jeunes sont dans des chambres d'écho, ne se parlent pas. Rachel Kahn en parlait ce matin, un collègue tout à l'heure l'a mentionné. Je pense qu'il faut sortir de là, faire des débats. Puis au niveau du système de l'éducation, j'étais avec mon fils qui a 13 ans ici, et il a assisté il s'appelle Adzarnonia, il a assisté à la présentation de Rachel Kahn, puis il lisait mes notes de comment que je vulgarisais ce qu'il disait, parce qu'il disait qu'il y avait de la difficulté à suivre. Donc, un jeune de 13 ans, de la difficulté à comprendre c'est quoi les notions de laïcité, universalisme. Je pense qu'il faut retourner à la base. Et j'ai déjà fait une entrevue avec Michel Chartrand, le grand syndicaliste, il y a une vingtaine d'années, avant qu'il décède. Il me disait, les jeunes n'ont pas de cours de politique dès le primaire, c'est le plus gros problème que le Québec va connaître. Donc, je pense que la base, c'est l'éducation. Et sans aucune éducation, on va rester dans nos chambres d'écho et on ne se parlera pas. Et ça va être très difficile. Et juste l'exemple, c'est le jour des Nossoni, quand on fait des assemblées populaires, ça a beaucoup changé. Auparavant, les femmes dirigeaient ces assemblées-là et la gouvernance du ministère des Affaires indiennes a tout changé ça. Si ce n'est des longhouses ou encore, on peut retrouver ce sentiment consensuel. Parfois, le consensus est inatteignable. Il y a même des divisions et chacun révise l'histoire, même dans nos communautés, à leur façon pour leur agenda politique. Donc, le bas blesse, je pense, c'est vraiment l'éducation et comment on crée une éducation commune, universelle. C'est pas facile, je pense, mais il faut toujours garder de l'optimisme si je me réfère aux propos de Rachel Kahn ce matin. En tant qu'enseignante, Marie-Lou, on pourra passer à toi, Kevin, après pour clôturer sur ce point de débat, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Surtout sur l'aspect éducation. Oui, je pense beaucoup de choses. Vas-y, on est là. Au niveau de la culture, bien, évidemment, quand j'ai entendu Guillaume Rousseau hier, je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Je suis prof en arts et lettres. Il veut intégrer aussi les arts et lettres dans sa politique de convergence culturelle. Je trouvais ça merveilleux. C'est mon travail, c'est ce que j'essaie de faire, mais tellement à petite échelle. Et je sens qu'on en a besoin parce que la langue, ce n'est pas qu'un outil, évidemment. La langue, pour être aimée, il faut qu'elle soit reliée à des émotions. Donc, à tout l'aspect de la culture, la chanson, le théâtre. Et je vais au théâtre avec mes enfants, le théâtre pour enfants. Il y a très peu de diversité au théâtre. Donc, on a du travail à faire pour amener les enfants issus de la diversité dans les activités culturelles, de les faire participer aussi parce qu'ils vont y trouver un plaisir, assurément. Tout ce qui est, j'ai beaucoup aimé aussi une phrase que j'ai relayée sur mes médias sociaux de Guy Rocher qui disait que
ce qui nous manque au Québec, là, j'ai dit tantôt, c'est une politique culturelle, mais une politique linguistique qui est reliée à la culture, pardon, c'est ça qu'il disait, et qui est aussi reliée à l'histoire. Parce que je sais très bien que mes élèves ne savent pas nécessairement, ne connaissent pas nécessairement l'histoire des luttes pour la langue. Faites Donc, attention, si la langue on va n'est dire qu'un... que vous êtes violente. Pardon? On va dire que vous êtes violente. Faites attention. Oui. Mais ça ne fait pas partie de mes tâches, j'aurais expliqué. Mais j'aimerais ça que ça soit expliqué quelque part dans le parcours parce qu'ils sont empreints de justice sociale. Et à partir du moment où ils le savent, alors là, la langue n'est plus un outil. Eux aussi, ils veulent participer à ce projet-là de préserver cet héritage-là, ce patrimoine-là. Et c'est important qu'ils le sachent, qu'ils soient mis au courant quelque part au fil de leur parcours. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on est des colonisateurs. Et j'ai même une élève qui me dit qu'on devait s'assimiler tout simplement là, parce qu'on ne valait pas la peine d'être une culture. Je n'en revenais pas. J'étais si. Mais donc, voilà pour ce qui est la question aussi de l'universalisme, la laïcité. Non, ils n'en ont pas nécessairement conscience. Les jeunes ne savent pas nécessairement ce qu'est la laïcité, sauf si leurs parents en ont parlé. Donc, ça aussi, ça manque quelque part dans le parcours, il faut l'expliquer. La neutralité de l'État par rapport aux religions, c'est nouveau, puis ils ont 17 ans. Donc, souvent, ils ne savent pas qui sont les patriotes non plus à 17 ans, parce que des fois, moi, j'aime ça parler de l'actualité, le jour des patriotes, des fois, j'en parle, puis là, il n'y a personne qui sait c'est quoi, j'en reviens pas ça non plus. Donc, on a vraiment un travail, je pense, de réappropriation de notre culture à faire. Arrêter d'être gêné de ce qu'on est. On a le droit d'être ce qu'on est sur notre territoire et d'en parler, de la transmettre, cette culture-là. Si je peux dire quelque chose, il y a Adib Al-Khalidi qui a fait 2 spectacles. Je l'aime beaucoup, j'en parle tout le temps. Là. Il y a Québécois Tabarnak, qui est le titre de son avant-dernier spectacle, puis il y a aussi Des putes et des voleurs, qui parle exactement de cet enjeu-là, où lui parle de son cursus scolaire, où on lui a appris que les Québécois, c'était des putes et des voleurs. Puis on lui a pas montré notre vraie histoire, tous les combats qu'on a eus et tout ça. Puis comment on fait pour s'associer à un peuple si on pense que c'est des putes et des voleurs, puis avoir une fierté dans cette identité-là, si on pense que c'est des putes et des voleurs, même si parce que ça fait partie du folklore. Moi aussi, j'ai entendu ça dans mon cursus aussi. Puis une autre chose aussi qui m'est venue pendant ton intervention, c'est la musique, par exemple, de Loco Locas, ou pour montrer que ça peut être cool aussi, notre histoire, puis qu'on peut l'apprendre de façon accessible parce qu'on va dire, ça ne parle pas de moi, ça ne parle pas de ma réalité, ils ne comprennent pas ce que je vis. Pourtant, l'adolescence, les changements, c'est quelque chose, c'est des grands concepts qui sont universels. Donc, que ce soit un rappeur américain ou français ou Loco Locas chez nous, ou peu importe, peut-être que je trahis mon âge. Il y en a des plus jeunes, le Fouki, je ne sais pas. Soulja, fait que c'est ça, mais c'est ça, mais de dire que finalement, on est capable de se nommer dans notre langue. Puis il y a Soulja aussi dans une de ses chansons qui dit parle en français sans changer ton accent, on va les nord-américaniser. Puis ça, c'est quelque chose, à chaque fois que je l'entends, je suis bien contente, parce que ça aussi, c'est un processus qui se passe. Ils parlent français à la française, parce que ça, c'est bien, mais le français québécois, ça, c'est pas acceptable. Kevin, qu'est-ce que tu penses de tout ça, surtout que tu es aux études? Oui, mais c'est ça. Je dirais que ça prend beaucoup d'ouverture comme nous arrivant, qui vient souvent. Bien, on arrive, puis juste entendre mes collègues parler, je me rappelle d'une petite anecdote. Durant les élections municipales de 2021, il y avait une madame qui est venue faire une conférence à l'Université Bishop, puis elle m'a un peu traité de colonisé, oui, dans ce sens-là. Puis, moi qui aime ça défendre le français, qui défend la langue francophone dans l'Amérique du Nord, de me sentir traité de ce mot-là, je trouve ça quand même un peu ridicule parce que je suis né au Québec, j'ai une éducation à la québécoise. J'ai parcouru pratiquement toutes les régions du Québec, puis le monde sont gentils, le monde sont curieux sur qui tu es. Puis entendre tous mes collègues parler aujourd'hui, ça me rend juste fier de vraiment entendre qu'on est capable de sortir de ça. Puis Boucard Diouf l'a bien dit, l'immigration, c'est arriver le sac vide. Puis c'est souvent, faut t'en prendre. Puis je suis vraiment d'accord avec toi en disant que l'éducation, c'est vraiment la meilleure place à le faire. Puis vraiment la meilleure place à
à se partager vraiment à cette culture commune. Puis ça va vraiment les deux bords. Puis à partir de mes expériences, je dis souvent, chaque personne, oui, doit venir avec le sac vide, mais il faut qu'on n'oublie pas que chaque personne a des sacs différents, qui est fait avec des matériaux différents. Tu sais, c'est vraiment le concept, là. Mais c'est vraiment ça. Chaque sac est fait différemment. Puis c'est avec vraiment cette notion-là d'apprendre puis être ouvert qu'on peut vraiment finalement trouver cette culture commune. Moi, j'applaudirais déjà sur les propos de Kevin. Et t'es pas un colonisé, t'es chez toi. Il n'y a pas de problème pour ça. Merci. Et je veux faire mon share un peu, je vais prendre mon expérience de français, excusez. En France, on a... Français chiant, tout va bien. Ouais, français chiant, ça va ensemble. Ça se passe bien. Mais en France, on a un cours très jeune à l'école primaire. Ça commence dès l'école primaire, ça continue au collège et au lycée. Ça s'appelle l'éducation civique. C'est vraiment une sorte de cours. C'est un peu l'équivalent de votre cours d'éthique et culture religieuse, qui va du culture et citoyenneté québécoise, mais c'est vraiment basé sur l'éducation civique, l'intégration des valeurs, liberté, égalité, fraternité, un peu dans ton cerveau au fur et à mesure de sa conception intellectuelle. Et c'est quelque chose qui nous initie à la politique, au discours, à tous ces éléments de valeur. C'est quelque chose que, tu sais, avec le cours de culture des citoyennetés québécoises, ils ont voulu faire, mais pas trop. Mais au moins, ce qui est très important dans ce cours, c'est l'idée de dialogue. Il y a certes des choses à apprendre, mais on veut faire dialoguer les élèves ensemble. Et c'est là où la chose vient, ma question vient, c'est au-delà d'éducation, peut-on partager une culture commune malgré nos différences? Ça ne peut se faire, je pense, qu'avec le dialogue, mais comment faire le dialogue maintenant quand on sait à quel point que certaines personnes deviennent plus obtus ou fermées marty? Ben moi, au lendemain de la crise, ce que les médias ont appelé la crise de Ganasset-Dagé, crise d'Oka, on avait suggéré à la MRC dans le coin de Châteauguay que les jeunes Québécois pourraient apprendre en langue seconde ou tierce la langue Ganyangéa. Et on a fait rire de nous, carrément. Je pense qu'en 2024, c'est plus actuel que jamais que dans les régions. Par exemple, en Abitibi, pourquoi pas que les Abitibiens n'apprendraient pas l'Anishinabeg ou dans le coin du bas du fleuve, la langue Mi'kmaq. Donc, je pense que c'est la langue, on parle de langage commun, culture commune, ça pourrait justement rapprocher les gens et de part et d'autre. Parce qu'il y a très longtemps, à Kahnawake, les gens parlaient français. C'était la deuxième langue commune. Pourquoi maintenant les Kanien'kehá:ka parlent anglais? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent pourquoi? Oui? Oui? Laurent? Ben, prenez le micro, monsieur. Ben, au lendemain de la victoire du Parti québécois en 1976, le gouvernement fédéral a décidé d'envoyer tous les enfants Kanien'kehá:ka à l'école anglaise. Les enfants allaient à l'école française à ce moment-là. Donc, quand on parle de diviser pour régner, c'est un autre exemple très concret. Je pense que l'apprentissage de langue autochtone pourrait unir les peuples, voir les différences dans chacun et justement, si on veut créer une nation québécoise, on aurait, je pense, une belle opportunité, mais ça prend beaucoup d'eau dans notre vin. Quand on va dans des régions, parfois, les gens sont bourrés de préjugés, même à Montréal, il y en a beaucoup. Et c'est pas Einstein qui disait que c'était plus difficile de désagréger un atome qu'un préjugé. Donc, ça vous démontre la force des préjugés. On voit beaucoup cette expérience-là, par exemple, en Nouvelle-Zélande, où la majorité des gens là-bas parlent la langue locale autochtone. C'est certain qu'ils ont un enjeu de moins du fait qu'il y a moins de diversité, mais effectivement, parler la langue de la réserve ou de la communauté qui est le plus près de toi pourrait créer des ponts, c'est certain. Puis aussi, le discours selon lequel, tu sais, par exemple, aujourd'hui, s'ils parlent anglais, qu'on veut leur imposer d'apprendre le français, on va dire qu'on impose une langue une deuxième langue de colonisateur à acquérir. Donc, c'est une revictimisation en voulant imposer notre français. Puis moi, j'ai travaillé un peu chez Montréal Autochtone, puis on disait qu'au Québec, c'était toujours plus compliqué de travailler avec nous parce qu'on avait plus de critères ou plus d'exigences, mais c'est de par notre position de culture qui doit se défendre et non d'hégémonie anglaise qui, elle, va se sentir moins menacée par les autres langues. Mais je pense que dans un Québec souverain, je suis bloquiste, je suis souverainiste, ça serait très important que les langues autochtones soient des langues officielles et enseignées et promues. Et puis, je pense que c'est vraiment la voie du vivre ensemble. Oui, une culture commune, on parle tous français, mais aussi, on est sensible à toutes ces différences-là. Puis, c'est ça qui va enrichir notre Québec. Là. Et Isabelle, Tout à fait. Comment affronter le... J'avais eu une conversation comme ça dernièrement dans une soirée arrosée
avec quelqu'un d'origine autochtone. On avait une conversation comme ça, tu fais de la politique, blablabla. Et à la fin, c'était sorti, oui, mais t'es soigné, ça va être le français. Certes, vous dites que vous allez mettre les langues autochtones à la langue officielle et tout ça, mais à quoi ça sert? Pourquoi ça servirait alors que dans pas longtemps, probablement toute la planète parlera juste anglais? C'est ça, ils se disent. L'utilité, c'est futile, c'est une perte de temps. Mais pour faire du pouce sur ce qu'Isabelle disait, c'est les Maoris en Nouvelle-Zélande, c'est le meilleur exemple. Ouais. J'avais entrepris des études doctorales il y a quelques années, justement, la base de tous mes concepts théoriques ou méthodologiques venait des Maoris et eux ont carrément intégré la langue Maori dans les mathématiques parce qu'ils sont aperçus que dans leur langue, 1, 2, 3, 4, 5 ne signifie absolument rien. La notion de 0, de 1 et de 2 était différente et ils ne pouvaient pas apprendre leur langue correctement. Donc, ils sont allés de l'autre manière où ils ont dit on va carrément intégrer la langue maori dans la langue anglaise et même les anglophones de Nouvelle-Zélande ont une base de maori. Quand vous regardez des matchs de rugby, l'équipe est composée peut-être, je dirais, de 5 ou 6 maoris. Les autres, c'est des Néo-Zélandais. Ils ont appris les danses et la culture. Et ici, si on ferait la même chose, les non-autochtones se feraient accuser littéralement d'appropriation culturelle. Et on est tous issus de l'appropriation culturelle. Si on parlait de Rachel Kahn au niveau des mots, c'est les mots qui définissent souvent les gens ou comment on va penser. Bien, quand on donne des mauvaises terminologies, mais ça se suit dans l'histoire. Et le meilleur exemple, c'est tous les noms. Si je vous disais que Mohawk, ça veut dire cannibale en langue naskapi. On s'appelle entre nous Mohawk. C'est Ganyangeaga, c'est le peuple de la pierre de silex. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à justement refaire le vocabulaire. C'est la base de tout. Et quand on parle aussi des nations métisses, comme si tu as un parent autochtone, l'autre ne l'est pas, tu es considéré comme un métis, pas du tout. Puis j'avais pris une note par rapport à Édouard Glissant qui parlait de créolisation. Si on parlait de créolisation et sans monde autochtone, je passerais pour un fou. Demain matin, je me ferais crucifier en me disant voyons donc, tu sors ça d'où? Mais c'est la base. C'est une rencontre de plusieurs identités dans un lieu incertain pour créer quelque chose de tout aussi incertain. Je pense que le Québec, c'est un peu ça, selon moi. Là. Et on devrait tendre vers cette optique-là. Donc, plutôt que parler de métissage, on devrait parler de créolisation. Mais juste de dire ça, je vais me faire tirer des roches. Marie-Lou, si tu souhaites, ou peut-être Kevin. Oui, ben, je suis vraiment d'accord avec Marty sur la créolisation. Puis c'est vraiment ça que je vois vraiment avec la francophonie. Tu sais, je dis beaucoup à mes amis, je dis, tu sais, dans chaque région du Québec, chacun a ses accents, chacun a ses mots, chacun a ses façons de parler qui, à la fin de la journée, c'est ça qui nous rend fiers en francophones au Québec. C'est parce que notre français de chez nous est de chez nous. Puis c'est ça que je vois beaucoup de différences. Il y a beaucoup de dialectes s'il y a du monde linguiste dans la salle, chaque région a son propre dialecte. Puis, tu sais, il y a un gars de Passepéa en Gaspésie peut peut-être pas comprendre quelqu'un qui vient de la Beauce, par exemple. Puis, tu sais, même moi, aujourd'hui, tu sais, je vais pêcher du crabe. Puis quand du monde dit, ben, Kevin, c'est crabe. Non, c'est crabe. Puis, pour moi, c'est crabe. Ça fait partie de mon vocabulaire francophone au Québec. Puis j'aime beaucoup aussi, quand je prends ça, puis je prends juste mes origines philippines. Aux Philippines, il y a en 2000, ben, quand il y avait la guerre en Syrie, les Philippines a décidé d'accueillir des réfugiés comme le Canada, le Québec. Puis il y a beaucoup de Syriens qui sont devenus Philippinos parce qu'ils ont appris la langue. Ils ont décidé de vraiment, comme moi, se lancer dans le tas. Puis ils ont commencé des entreprises, ils ont vraiment fait cette ouais, c'est ça. Le fédéral les a placés dans des écoles langue anglaise à leur arrivée. Mais c'est ça. C'est vraiment cohésion sociale que j'ai vraiment vue aux Philippines avec les réfugiés syriens. Puis moi, ça m'a juste vraiment plus confirmé le fait qu'au Québec, on est tellement notre français est tellement unique chez nous. Puis je suis indépendantiste, mal le dire. Puis c'est ça qui me rend le plus fier aujourd'hui en disant que le Québec elle-même mérite, la francophonie chez nous mérite d'être vraiment mettre en avant. Ouais.
Par rapport à la créolisation, puis à l'appropriation culturelle versus l'appréciation culturelle, puis tout ça, je pense que oui, la culture, ça dépend de l'art, puis l'art dépend justement de ces échanges-là. Puis quand on essaie de se mettre dans des silos, puis qu'on arrête de s'échanger, puis de se parler, puis de créer ensemble, on arrête d'avancer, puis d'évoluer. Puis comme la langue, l'art, ça sert à se parler, à se nommer. Puis comme on est tous vivants, qu'on est tous en mouvance, il faut qu'on soit capable d'échanger. Moi, même si de phénotype, je suis noire, je suis québécoise, je suis née à Montréal, mes parents viennent du Lac-Saint-Jean, puis je ne connais pas mes origines négroïdes, je ne connais pas mon père noir. Maintenant, est-ce que de par ma couleur, je n'aurais pas le droit de dire que je viens du lac? C'est cette espèce d'idée-là où on se met dans des silos, puis où on devient étranger à l'autre, alors qu'on est des voisins, on est des frères, on est des sœurs, on a grandi ensemble, mais on n'a plus le droit d'interagir à l'autre ou de s'identifier à l'autre. Si moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, par exemple, moi, je n'ai pas grandi à Montréal-Nord, mais que mon voisin, j'ai un voisin iranien, un voisin haïtien, puis un voisin, puis que je commence à parler créole, est-ce que je fais de l'appropriation culturelle ou est-ce que je suis juste dans ma réalité, puis dans la culture qui existe ici au Québec? On parle français, tout le monde ensemble, mais il y a des ajouts de chaque personne. Puis, tu sais, quand tu parlais du sac vide, puis ça m'a mis quelque chose parce qu'il y a quand même un petit quelque chose là, quand tu arrives, mais le sac est différent, l'emballage autour est différent, puis l'important, c'est d'avoir l'espace vide dans le sac pour rentrer des nouvelles choses, puis ensemble créer le Québec qu'on va vivre tout le monde ensemble. Puis, Julien, tu parlais du cours civique là, en France. Puis ce matin, Rachel Kahn qui parlait du service militaire qui a été aboli, puis tout ça, c'est cette espèce de fierté-là, d'appartenir à cette culture-là, de nommer toutes les grandes réalisations que ta nation a fait, puis après ça, partir avec cette connaissance-là, de dire, on s'est battu, on est fiers, un peu comme, on est un peuple de géants, là, tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a réussi à accomplir, les patriotes, on s'est battu, on a gagné, toute cette fierté-là qui vient nourrir ton identité, puis qui va te donner la soif puis la légitimité d'aller chercher c'est quoi cette culture-là puis qu'est-ce qu'elle a à m'apporter. Mais si on n'a pas ça avant, ben, c'est difficile après ça d'être fier puis d'être curieux puis d'aller dans l'éducation puis de consommer tout ça. Fait que c'est ce que j'en pense. Ça me fait enchaîner sur... ça prend du temps à inculquer ça. Des gens, ça ne peut pas être que du court terme. Mais le problème, beaucoup des décideurs, des gens pensent qu'au court terme, ils voient l'élection et tout ça. Est-ce qu'il faudrait vraiment prendre en compte que sur le processus d'intégration, créolisation, convergence, on peut choisir un mot, mais on parle vraiment de culture commune malgré les différences. Il faudrait enfin voir ça au long terme et de prendre le temps pour pouvoir que toutes les générations puissent s'inculquer à part égale toutes ces choses afin de, à la fin, renforcer cette culture commune. Marty? Je ne suis pas certain de bien comprendre le sens de la question. Prendre le temps. Prendre le temps. Oui, c'est sûr, il faut prendre le temps parce que développer un langage commun, une culture commune, ça ne se fait pas du jour au lendemain, j'en suis certain. Regardez, ça fait 500 ans que les Européens sont arrivés ici en Amérique, puis on a de la misère à créer des ponts. Souvent, s'il y a des gens qui ont vu le film Le Peuple invisible de Richard Desjardins, il y a une scène qui m'a frappé où il était à Amos avec un couple d'un certain âge et il lui demande avez-vous déjà parlé aux Anishinaabe qui sont là et les couples se regardent un peu gênés. Ils se disent non, on ne leur a pas parlé, c'est des voisins. Donc, juste là, pourquoi qu'il n'y a pas une communication? C'est un frein. Je ne sais pas si c'est l'histoire, mais je pense que beaucoup, c'est le système d'éducation, carrément, où si on regarde tout un peu ce qui est fait sur les Haudenosaunee ou les Iroquois, Black Robe, je ne sais pas si les gens ont vu, quand les Hurons-Wendat, qui sont, soit dit en passant, des Haudenosaunee aussi, c'est des Iroquois, quand les premiers Mohawks au Kanien'kehá:ka apparaissent, c'est une tête de jésuite qu'on tranche. Donc, quand on regarde Dances with Wolves, des films hollywoodiens, les Shawnee, les Pawnee, pardon, ce sont des Haudenosaunee aussi, dont des Iroquois, ils ont le mauvais côté de l'histoire. Donc, encore une fois, qu'on passe d'un intellectuel à l'autre, on va revisiter l'histoire pour son agenda politique. Comment créer une histoire commune? C'est tout un défi, je pense. Là, et selon moi, tout part de là. Marie-Lou, peut-être toi aussi, tu le vois avec l'éducation, ce genre de choses, la question du temps et la prise en compte du long terme sur la création de cette histoire et de cette culture commune. Oui, ça demande beaucoup de temps, mais j'ai l'impression peut-être que ça demande encore plus de temps qu'avant de s'intégrer dans un milieu comme le mien, très diversifié, pluraliste, etc. J'avais justement récemment un élève d'origine pakistanaise qui me parlait du Pakistan tous les cours. Donc, je lui demande est-ce que tu es né au Pakistan? Il me dit non. J'ai dit t'es né où? Il dit ici. Il a 19 ans. Il me parle du Pakistan tous les cours. Donc, c'est ça, tu sais, ça prend du temps.
Ouais. Effectivement, mais tu sais, je me demande, mais je sais aussi que j'ai des élèves qui, à l'extérieur de l'école, n'ont aucun contact avec la culture québécoise. Et c'est là où j'arrive dans nos milieux scolaires où je me dis, ben là, c'est là qu'il faut faire découvrir absolument la culture québécoise. Puis on a 20 de nos élèves qui arrivent directement de l'étranger au cégep. Donc, dans plusieurs milieux scolaires, puis là, je ne parle pas que de mon cégep, là, j'ai eu l'occasion dans les dernières semaines de parler à différentes personnes. J'ai eu l'occasion dans les dernières semaines de parler à différentes personnes au primaire, au secondaire, au cégep. On a tendance à faire beaucoup d'activités pour promouvoir toutes les cultures du monde, mais on oublie de promouvoir la culture québécoise. Puis moi, je me souviens, quand j'étais au cégep, c'est là qu'on a commencé à connaître les Cowboys fringants parce qu'ils faisaient le tour des cégeps. C'était tellement cool. Puis c'est comme ça que c'est devenu le groupe de rassembleurs puis de fêtes. Mais là, on ne se permet plus de faire ça. Tu sais, là, on est toujours dans la découverte de l'autre. Donc, on met du baladi, on fait découvrir d'autres langues, on fait un repas indien, on se déguise, on mange du poulet tandoori, on entretient des stéréotypes de tout bord, de côté. On folklorise des cultures qu'on explique en 1 heure à partir de petits critères, alors que ces cultures-là, dans le pays en question, ne sont pas du tout ça, sont beaucoup plus modernes. Fait que je trouve qu'on se perd. Je trouve qu'on manque de focus. Puis, je pense qu'on a besoin d'aide pour se recentrer. On a besoin d'aide gouvernementale, probablement, là, d'une direction à prendre, une direction plus générale. Puis, je peux vous donner un exemple. J'étais à la CSN dans une rencontre sur la langue française et les relations interculturelles il y a 10 jours à peine. Et justement, moi, je parlais de toutes les tensions identitaires qu'il y avait dans mon groupe cette session-ci. J'ai jamais eu un groupe aussi tendu de ma vie. Ça a été extrêmement difficile sur la gestion de classe. J'ai fait de la médiation culturelle, j'ai défait les clans, parce que je ne pouvais même pas enseigner là, la matière qui n'avait rien à voir avec leur crise identitaire. Mais et je me suis rendu compte qu'en parlant de ça, puis je n'étais pas la seule à parler de ça, des gens de tous les milieux à la CSN, à travers tout le Québec, sont dépourvus face aux tensions identitaires qu'ils vivent dans leur milieu de travail. Des entreprises petites, grandes, le système d'éducation, le système de santé. Puis là, c'était, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est pour ça, quand M. Rousseau disait, il y a des gens qui me demandent des trucs, des solutions concrètes. Oui, les milieux, on a besoin de solutions concrètes, là. On ne sait pas comment garder le focus, puis recentrer notre culture, puis développer un modèle d'intégration qui est durable. Au niveau de l'éducation, est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être, tu parlais de comment c'est pas adapté par rapport à l'arrivée de beaucoup de nouveaux arrivants, le pourcentage au cégep, est-ce que tu penses que peut-être il faudrait réadapter les programmes pour peut-être prendre en compte ce changement? Ben, possiblement, oui, ça irait dans la politique culturelle, changer les devis ministériels, peut-être moins promouvoir la diversité dans les devis ministériels, dans les politiques interculturelles des institutions. Moi, quand j'ai publié mon article sur la culture commune, justement, dans le Devoir au mois de février, après, il y a plein de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Ah, on a justement ce problème-là, on ne sait pas quoi faire, là, on va réévaluer notre façon de faire l'interculturel dans notre école. » Parce que, justement, on s'en va dans tous les sens, on fait la promotion dans tous les sens, puis finalement, en voulant être ouvert, en voulant être bienveillant, parce que c'est toute une question, c'est bien intentionné tout ça, mais on recampe les gens dans leur culture d'origine. Des fois, c'est la culture d'origine de leurs parents. Tu sais, je veux dire, fait qu'on, c'est ça. On se tire dans les pieds. C'est vraiment le résultat de l'EDI qu'on observe, là, de chacun dans son identité et tout ça. C'est vraiment la dérive EDI totalement. Puis aussi, l'identité, quand tu habites au Québec, peu importe là, de quelle origine tu es, tu entends parler d'identité parce que les Québécois parlent beaucoup de leur identité, puis veulent être fiers de leur identité, puis veulent en faire la promotion. Donc, il y a aussi quelque chose de québécois dans le fait de s'affirmer dans son identité, même si ils font partie de ça. Puis, il y a la faiblesse dont tu parles là, dans les activités interculturelles et tout ça, c'est exactement ce à quoi M. Rousseau répond et Guy Rocher et ses prédécesseurs avec la convergence culturelle. C'est l'idée d'avoir quelque chose, un noyau au centre, puis ensuite, on peut célébrer toutes les saveurs, toutes les couleurs, vivre ensemble, on vient, on apprend, puis on grandit ensemble, mais de aussi célébrer ce noyau-là, puis cette société-là
extraordinaire qui est ouverte sur les autres, qui vous a permis, à vous, votre famille, peu importe, de venir ici, de grandir, de vous réaliser, de fleurir, de partir. Tu peux arriver dans un bateau, puis aujourd'hui être multimillionnaire parce que tout est possible chez nous, puis que c'est une terre de possibilités, de faire la promotion de ça aussi. Puis dans l'interculturel, souvent, on entend moi, je suis québécois, je suis la majorité, je dois être ouvert à l'autre, mais l'autre aussi doit être ouvert à moi. Puis c'est dans ça que la convergence culturelle répond à cette question-là, dans l'assimilation asymétrique. Et donc, c'est vraiment le propos là, de Guirochet, Guillaume Rousseau et tout ça, sur la convergence culturelle qui nous dit la solution, c'est pas l'interculturel qui est dans le fond une photocopie un peu blême du multiculturalisme. C'est vraiment dans la convergence culturelle où on fait la promotion de notre culture commune, puis ensuite, avec toutes les autres cultures qui viennent l'enrichir. Donc, c'est vraiment tout ce que tu décris, c'est les écueils de l'interculturalisme, le résultat de politiques EDI qui font en sorte que chacun se sent légitime de se réclamer des droits et tout ça. La loi ne s'applique pas de façon égale à tout le monde. Les règles ne s'appliquent pas de façon équitable à tous, selon que tu cumules ou non des critères de victime. Puis moi, j'aurais tout avantage à être intersexuelle. Je suis une grosse madame noire. J'aurais là plein d'avantages sociaux à atterrir à cette... Le totem d'immunité. Écoute, le capacitisme, tout ça, la grossophobie, toute la patente. Écoute, moi, je gagnerais, j'aurais un poste à 300 000. Facile. Mais... Marie-Louise Arsenault va t'inviter à son émission. Exact. Puis je serais là toutes les semaines à dire comment c'est dur, ma réalité de femme noire, puis tout ça. Là. Mais c'est pas vrai. C'est pas la vérité. Puis moi, quand je suis engagée quelque part, qu'on rentre je veux qu'on m'engage parce que je suis pertinente, parce que je suis compétente. Puis on en parlait aussi. Les changements, c'est pas de changer parce que l'EDI, c'est rendu marketing, c'est rendu... j'ai 46 couleurs de fond de teint, bien, j'ai juste 46 produits à te vendre de plus. J'ai pas changé mes valeurs, c'est encore un vieux monsieur blanc qui fait l'argent au bout, là, tu sais. C'est pas un vrai changement social. Les vrais changements viennent par l'accessibilité à l'emploi, aller briser les ghettos, intégrer les gens dans les quartiers où il y a plus de blancs, offrir plus d'emplois décents avec des salaires corrects pour que les parents puissent être à la maison puis élever leurs enfants. Puis, tu sais, c'est ça le vrai changement. C'est pas de se mettre un drapeau LGBT sur son entreprise puis de dire je vais engager 3 Autochtones plus ou moins formés, mais au moins je fais mon signalement de vertu et maintenant j'ai changé ma société. Il y a une petite question, surtout quand on parle de convergence culturelle, d'interculturalisme, ce que j'avais lu un peu en préparation de cette table ronde, c'était beaucoup expliquaient, certains sociologues disaient que le problème quand on a ce genre de système, c'est qu'à la fin, ça dérive souvent, parce qu'il y a une culture majoritaire, vers l'ethnocentrisme de la culture majoritaire. Et qu'ils essayent de se draper en disant « ouais, mais l'ethnocentrisme, c'est quand même lié à l'universalisme, donc à partir de là, c'est gentil, c'est acceptable, acceptez et fermez votre gueule ». Le problème, c'est qu'on sait quels sont les risques de l'ethnocentrisme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un choc, peut-être à la fin, de se dire on va tenter de faire ça, mais ça va finir de nouveau avec plein de frictions, parce qu'il y a ce trop plein de différences mis en avant actuellement qui est fait pour s'affronter avec l'idée de convergence. Surtout, Kevin ou Marty, qu'est-ce que vous pouvez peut-être penser de ça? Pour ma part, quand je remplis des demandes de subvention au Conseil des arts, je suis tellement écœuré, dégoûté de ce que je peux lire parfois. J'ai même plus le goût d'en remplir et même plus le goût de transiger avec des humains au point où je suis rendu à préparer des films animaliers. Parce que si je veux... Mais attends, ils vont te dire pour les films animaliers, est-ce que tu as intégré les critères EDI dans les films animaliers? Ils vont te le demander. Ils sont pas encore rendus là parce qu'il n'y a pas assez de films faits sur les animaux. Mais je blague même pas quand je vous dis ça. Parce que j'avais un projet de faire un film avec une communauté Ojibwe. Je ne suis pas Ojibwe. Là, ça me prenait des lettres de tous les conseils traditionnalistes de la communauté. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je ne m'embarque pas là-dedans. Même par chez moi, c'est très difficile. Donc, l'EDI, c'est un turn-off total. Je travaille à la faculté de génie à Sherbrooke, en milieu universitaire, depuis qu'on a une politique EDI, puis personne ne vient me parler. C'est drôle, avant, les gens se permettaient de faire des blagues. On dirait que maintenant, j'ai comme un mur qui me sépare d'eux et ça fait comment me prendre, alors que je suis très ouvert à toutes les jokes inimaginables ou préjugés. Là. Sherbrooke, c'est devenu scandaleux sur ça. Lorsque j'étais chercheur là-bas à l'université de Sherbrooke, à l'époque maîtrise, doctorat et tout ça, c'était le début de l'arrivée de l'EDI et tout d'un coup, la faculté, pareil, les gens ont pris un bord ou l'autre. Les demandes de subventions, c'était devenu scandaleux et des gens ont arrêté les recherches pour éviter de mettre... Comment tu veux mettre des demandes d'EDI
dans des recherches sur du droit pour protéger les poissons dans les grands fonds marins, quoi. C'est Tu me comment? voles les mots de la bouche. Voilà, donc c'est ça. Kevin? Excuse, ouais, flabbergasté, là, parce que, tu sais, en fin de la journée, tu sais, on a toute notre façon de faire, on a toute notre façon de voir les choses, mais en fin de la journée, tu sais, quand on parle de culture commune, tu sais, c'est avoir cette ouverture-là envers l'être humain devant toi. Puis c'est souvent ça qu'on doit se dire. Puis, tu sais, juste moi, par exemple, pour mes expériences, des fois, tu sais, un petit anecdote, tu sais, ça passe souvent par l'éducation. Tu sais, là, je travaille dans un petit milieu. Tu sais, je travaille dans la ville de Val-des-Sources, là, anciennement Asbestos. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, pour moi, tu sais, je me considère pas comme quelqu'un de couleur là, qui arrive dans un nouveau milieu. Je me considère comme un nouveau arrivant dans une nouvelle ville qui découvre la ville. Puis, c'est souvent ça qu'on doit se mettre souvent, ben, comme moi, ben, qui je suis comme personnage, je suis très positive. Puis, il y a une jeune qui est venue me voir il y a 3 semaines. Puis, elle me dit, je suis contente de voir du monde qui ne sont pas nés ici, qui travaillent ici en ville, à Val-des-Sources. Puis, tu sais, il y a mon côté en arrière qui me dit, ah, OK, ben, je suis pas né à Val-des-Sources, là, c'est correct. Puis, tu sais, mon collègue m'a dit, Kevin, là, je pense que la petite fille voulait dire que tu n'es pas né au Québec. Puis, dans ma tête, j'étais comme, ben, voyons. Puis, souvent, à l'école, ils donnent souvent ce contexte EDI-là de faire attention, d'accepter tout le monde pour qui ils sont. Mais en fin de compte, on est tous humains à la fin de la journée. Puis, on a tous cet esprit rassembleur en arrière de j'aime dire, Québécitude. C'est le mot que j'aime utiliser, parce que ça relie souvent à la langue, à la francophonie. Puis c'est là que je me dis souvent, oui, des fois, ce contexte du racialisme, oui, je suis différent, je suis différent, mais en fin de compte, après un petit bout que je jase avec du monde, je deviens plus Kevin, le nouveau, j'aime dire, étranger. Je deviens Kevin pour qui je suis, puis qu'est-ce que je ramène au Québec, exactement, c'est ça, au travail. Puis c'est vraiment ça, à partir de toutes mes expériences, même en Gaspésie. Oui, au début, le monde sont comme, OK, il y a un petit nouveau, là, c'est Kevin. En fin de compte, aujourd'hui, je suis pleinement gaspésien, puis je fais bien de le dire. Puis à date, quand je retourne en bas chez nous, comme j'aime dire, le monde dit, ah, check, c'est Kevin, il est là. Puis c'est là que je me dis, OK, cette question-là de UDI, culture, intégrité, c'est très spécial. En tout cas, je suis encore flabbergasté là, de tout ça. Il y avait Élise Robert tout à l'heure qui parlait des différentes différences où mais il suffit de voir qu'une personne va enlever son costume, l'autre personne va enlever son costume et on va faire la même danse. Et tout, ça fait un peu que les différences a l'air assez fluide et c'est un peu quelque chose qu'on met pour sectoriser un peu les gens. Est-ce que c'est là la solution? C'est vraiment expliquer que même dans nos différences, on va trouver des éléments communs et c'est de là que va encore plus renforcer la réflexion sur la culture commune? Moi, je dirais oui, parce qu'à travers de toute mon expérience en Gaspésie, puis vraiment à la gaspésienne, j'ai vraiment vu beaucoup de similitudes entre la culture que j'ai grandi à Montréal, plus, par exemple, filipino, parce que ça reste que j'ai grandi vraiment dans un milieu où le Canada anglais, entre parenthèses, là, où j'étais vraiment dans mon petit ghetto, je vais le dire, mon petit ghetto. C'est exactement ça. Puis quand je prends toutes les affaires que, exemple, j'ai appris quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, j'ai 27 ans. Puis je vois beaucoup de similitudes entre la culture filipino puis la culture au Québec. Puis c'est là, je me dis, ça prend juste vraiment un dialogue ouvert où le monde sont capables à se parler. Puis souvent, moi, je passe souvent par la bouffe. Là, moi, je suis gourmand, j'aime manger. Puis au fil de tout ça, au Québec, j'aime ça vraiment
j'aime ça faire des tours des places quand je vois il y a comme un genre de méchoui. C'est parce que moi, j'adore ça. J'adore ça. La Puis, tournée des méchouis, c'est ça tournait des méchouis. Puis, aux Philippines, il y a encore un même concept qui s'appelle le tournée du lechon. C'est carrément le même concept du méchoui où tu fais le tour, puis tu manges, puis tu discutes avec du monde. Puis c'est plus là que c'est là où je me suis vraiment ouvert les yeux en disant, si eux autres, ils font ça au Québec, puis quand j'étais jeune, je suis parti souvent en Philippines, c'est souvent ça que j'ai vu comme culture. C'est la même chose, c'est kiff-kiff, comme dirait mon prof de maths au secondaire. C'est la même chose. Puis à la fin de la journée, on est tous pareils, mais cette transformation alimentaire est comme différente, entre parenthèses. Ben, en fait, tu sais, on fait la promotion de la convergence culturelle. Fait que c'est certain que oui, on est tous pareils, on est tous égaux, on finit par être pareil quand on enlève nos déguisements. Ça reste quand même que, tu sais, on va souvent opposer l'universalisme au relativisme culturel. Ou est-ce que toutes les cultures se valent? Est-ce que toutes les valeurs se valent? Est-ce que toutes les idées se valent? Puis on en finit avec un noyau qui, lui, doit rester immuable. La valeur de la vie, les rapports entre les hommes et les femmes, le respect des minorités sexuelles gays ou hétéros, ces choses-là. Ça, c'est des choses qui, selon moi, ne doivent pas changer selon que tu appartiens à telle culture ou telle autre culture. Tu as besoin de te soumettre à une loi qui défend ces choses-là. Peu importe la culture d'où tu viens ou quoi que ce soit, c'est un noyau dur. Puis c'est ça l'idée, en fait, de cette culture commune-là. C'est que ces valeurs-là, qui sont un noyau, demeurent, elles, inchangées. Mais toutes les autres choses, oui, moi, je peux apprendre à cuisiner le porc filipino avec grand plaisir, mais ça reste quand même que je suis une Québécoise d'origine du Lac-Saint-Jean, que j'ai grandi avec Passe-Partout, que quand j'entends « Allez hop », moi j'entends « Cascade » dans ma tête à cause d'André-Philippe Gagnon, qui a fait une pub de GM quand j'étais petite. Ça, c'est ma culture, ça ne va pas changer, même si j'enlève tous mes artifices, je reste une Québécoise. Fait que, oui, on est tous des humains, on cherche tous à être aimés, on veut être intégrés. La nourriture, la langue, la musique va nous faire du lien, mais il y a quand même une identité qui demeure, puis c'est ça qui fait qu'on est une nation, on est des Québécois, on parle français, puis on adhère à certaines valeurs, c'est ça le noyau. Puis tout le reste, ben, on est ouvert à grandir, changer, puis avancer. Bon, on mange du pâté chinois, puis du spaghetti, puis du shish taouk, puis des sushis, puis il n'y a pas de problème. Mais ça reste quand même que... on est Québécois, il y a quand même quelque chose qui reste un noyau, que lui, il n'est pas négociable. Marie-Lou? Oui, à partir du noyau, justement, la langue, là, ça aide beaucoup à créer ce noyau-là. Puis moi, quand je dis à mes élèves que le français est inclusif, qui nous permet de tisser des liens, ils aiment ça, peu importe l'origine, ils aiment ça, ils ont le goût d'être inclus. Ça, c'est clair, tout le monde a le goût d'être inclus, puis des fois, je leur dis à la farce, même l'homme blanc, pour qu'il soit exclu des concours. Mais ils trouvent ça drôle, ils comprennent très bien que tout le monde veut être inclus. T'sais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc? Oui, c'est ça. J'ai vu un documentaire justement récemment par rapport à ça, qui était, ça s'appelle What We Choose to Remember, fait par les Anglo-Québécois. Et dans le documentaire, il y a justement le témoignage d'un jeune d'origine juive marocaine et qui avait été, lui, quand ses parents sont arrivés, ils ont été placés dans les écoles anglophones. Donc, lui, il explique qu'il a été exclu dès le départ. En fait, sa famille a été exclue dès le départ. Et puis là-dessus, justement, je veux dire que la loi 101 a permis d'inclure énormément de jeunes qui font partie, qui ont eu des enfants. Ce sont tous des Québécois francophones aujourd'hui qui peuvent participer à notre société, à notre culture commune. Et ça en crée la culture commune. Et là, il resterait le pas, j'ai le goût de le dire, hein, de mettre la loi 101 au cégep. Oui. Et... Bravo! Oui! Bravo! Parce qu'on laisse bien des gens de côté présentement, hein, qui s'en vont se socialiser dans les cégeps anglophones avec une autre perspective de l'actualité, de l'histoire, de la laïcité.
avec l'EDI. Donc, toute une autre façon de penser, là, on les laisse se socialiser là. Et même, Guy Rocher lui aurait dit jusqu'au bac, je suis d'accord avec lui. Donc, voilà. Marty, pour le mot de la fin. Ben oui, au niveau des arts, comment on peut les intégrer pour développer une culture commune. J'ai vécu une très belle expérience il y a 2 ans. Ça s'appelle le projet Manicouagan. J'en ai tiré un documentaire, Babel ou la montagne du Petit Diable, où il y avait un Français, un Inou, un Ganyangaga, des Québécois. Et on est allé un peu sur des terres où les Inuits n'ont pas l'habitude d'aller. Donc, la mer intérieure du Manicouagan qui est terrible, le Chablis qui est interminable. Et on a pu filmer les forêts sous-marines englouties par Hydro-Québec au début des années 70 avec le fameux barrage Manic 5 où les Inuits n'ont pas du tout été prévenus qu'il y avait l'érection d'un barrage et peut-être inondation. Donc, ils sont arrivés sur leur terre, dans leur chalet avec 3-4 pieds d'eau. Il y en a beaucoup d'Inuits qui ne sont même jamais retournés sur le territoire. Quand on est revenu à la station Wapishka, qui était notre camp de base, où on a montré les images de forêts englouties, que vous pouvez voir là, éventuellement, ça va jouer dans des festivals de documentaires, bien, il y a beaucoup d'Inuits qui ne nous connaissaient pas, sont venus à notre table et des larmes ont commencé à couler. Donc, on a senti, puis c'est Louis Hamelin, l'écrivain québécois, qui nous accompagnait, qui faisait son bestiaire du Manicouagan à ce moment-là, qui m'a dit textuellement, juste pour ça, ça valait la peine que je sois dans le voyage. Donc, je pense que l'art, la culture, la musique peut rassembler les peuples. Bravo! Marie-Lou Bouchard, Isabelle Dion, Kevin Majaducon, Marty Kanakatsouts-Meunier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut vraiment les applaudir. C'est une magnifique conversation.